Verbier, l'une des stations les plus prisées de Suisse et du monde, est réputée pour son domaine skiable exceptionnel et sa vie nocturne animée. Mais en fin d'année dernière, elle a défrayé la chronique pour une toute autre raison, le démantèlement d'un vaste trafic de drogue. Cocaïne, kétamine, ecstasy et cannabis, pour un chiffre d'affaires estimé à plus d'1 million de francs. Après une enquête d'1 an, la police valaisanne a frappé fort en arrêtant 15 personnes, pour la grande majorité des ressortissants français qui se fournissaient dans l'Hexagone et passaient la frontière avec leur matériel. Nous avons pu rencontrer l'un d'eux, incarcéré à la prison de la Croisée dans le canton de Vaud. Nous l'appellerons Guillaume. Il est condamné à 3 ans de prison, dont 18 mois fermes. Avant son arrestation, il travaillait dans un restaurant. C'était sa 3e saison à Verbier. Alors l'envers du décor, il le connaît bien. S'il n'y avait pas la cocaïne, à mon avis, Verbier, ça ne tournerait pas pareil. J'ai vu des mecs qui étaient dans des grosses boîtes. Hein. Les mecs, ils arrivent, ils déposent des 200 000 euros sur la table, en bouteille. Voilà, et le mec, s'il n'a pas sa cocaïne, il ne fait pas ça. Hein. C'est qui pète un plomb. Une cocaïne qui peut se vendre jusqu'à 3 fois plus cher en Suisse, de quoi attirer les trafiquants bien au-delà des frontières. Mais ce qui fait vraiment la particularité de Verbier, c'est sa clientèle au pouvoir d'achat élevé, venue du monde entier. Elle constitue une cible idéale pour ce type de commerce. Nous avons passé la fin de journée au Rouge, l'après-ski emblématique de Verbier. Raphaël Igelman en est le patron depuis 18 ans. Ici, les clients dépensent sans compter. Alors l'image d'un Verbier glamour où tous les excès semblent permis ne l'étonne plus vraiment. Verbier défraie la chronique parce que c'est un hub européen, un hub mondial qui attire le monde entier. On draine une population extrêmement variée, souvent fortunée, qui a des habitudes de consommation. Et donc, ils viennent aussi avec leurs habitudes de consommation. Mais depuis les opérations de police menées en 2024, le climat semble avoir changé. Les dealers sont toujours là, mais ils sont plus prudents, plus discrets. Ceux que nous avons rencontrés ne vendent plus qu'à des proches, et beaucoup ont préféré tout arrêter. C'est le cas de cette jeune femme de 20 ans. Sous couvert d'anonymat, elle a accepté de nous parler d'un business qu'elle ne pratique plus, car en effet, depuis l'affaire de Verbier, elle dit avoir tout stoppé. Et vous avez vendu quoi comme type de drogue ? Un peu de cocaïne, kétamine, ecstasy, MDMA. C'est tout ce que j'ai pu trouver. J'ai entendu dire que ça marchait bien. J'ai essayé. Des petits sous, ça arrondissait le fin de mois. Ça fait toujours plaisir, quoi. Mais c'est aussi facile que ça ? En vrai, si t'as les contacts, oui. Mais après, faut pas tomber dedans. Faut savoir se limiter, justement, pour pas se faire rattraper, quoi. Vous avez eu peur de vous faire attraper ? Ah oui, quand même, oui. Expliquez-moi. Bah déjà, quand les gens ils viennent me demander, c'est jamais par téléphone. C'est que par... quand on se voit, c'est tout. Jamais par numéro de téléphone ou quoi que ce soit pour se faire attraper. Donc c'est vraiment que des gens que je connais. C'est eux, ils connaissent des gens, et puis ça reste là, quoi. C'est tout. Et vous regrettez maintenant d'en avoir vendu ? Non, pas forcément. Non, ça m'a fait faire des connaissances assez sympathiques. En vrai, c'était marrant, mais sans plus, maintenant. Mais c'est une expérience assez marrante, ouais. Pendant plusieurs mois, la jeune femme s'approvisionnait en France, passait la frontière sans inquiétude, puis revendait dans les bars ou les clubs, sans jamais craindre d'être repérée. Une facilité d'action qui peut surprendre. Quoique pas tant que ça, à en croire le lieutenant Olivier Ray, qui a coordonné les investigations en 2024. L'exemple d'une boîte de nuit où il y a 300 personnes entassées les unes sur les autres qui dansent, même si on voudrait y voir quelque chose, on n'y verrait pas grand-chose. Le monde de la nuit, c'est un monde opaque. Pour nous, oui, bien sûr. Le monde de la nuit, ça génère énormément de clients dans un établissement. Il est impossible de surveiller, il est impossible de voir ce qui se passe. Donc, sans de l'apport externe de renseignement, on n'avancera jamais. Et en plus, il ne faut pas se le cacher, le canton du Valais est un canton tout petit. Les 15 inspecteurs des stupéfiants avec lesquels
qui se déplace dans un établissement public, 9 fois sur 10 ont eu la chance d'être reconnus. Et puis, on dira qu'il n'y a pas de grand suspense là-dessus. Les nouveaux clients, comment il faut pour vous contacter? Comment ils faisaient? Via les réseaux, hein. Via les réseaux. Telegram, Signal, Snapchat, Instagram. Il y a tout ça, quoi. Après, Insta, tout ça, c'est un peu cramé, on va dire, mais... Et donc en fait, ils vous écrivent. Voilà. T'as de la coke, t'as du shit, t'as du truc, t'as des extras. T'as du LSD, t'as de la kétamine, t'as... Et ensuite, comment ça se passait? Vous alliez le livrer chez lui ou comment? Ouais, voilà. Ou sinon, j'envoyais mes livreurs. Vous dealiez déjà de la drogue en France? Non. Enfin, ouais, je faisais ça en France. Après, à Verbier, la première année, j'étais pas venu pour ça. Mais quand j'ai vu les loyers qu'on paye dans une station ski en tant que saisonnier, donc on paye des loyers de fils de pute, parce qu'il faut le dire, tu viens faire ta saison en Suisse, donc moi, je quitte ma famille. Donc je change de pays, alors que le Sud, je suis bien dans le Sud. Hein. Je change de pays pour aller venir en Suisse. Travailler, je paye 1 200 € de loyer. Et encore, 1 200 €, c'est bien, c'est pas très cher. 1 200 €, il y a quoi? Il y a une chambre, il n'y a pas de cuisine, il n'y a rien du tout. Hein. Et voilà, quand on voit qu'à côté de ça, il y a des mecs qui passent avec des montres à 300 000, nanana, et que nous, on bosse comme des enculés, et qu'au final, les salaires, c'est pas très... C'est quand même des bons salaires, on va pas se mentir, c'est quand même des bons salaires, mais ça équivaut pas à la vie de station ski. Parce que les courses, c'est plus cher, le loyer, c'est plus cher, il y a l'assurance, il y a le machin. Faut prendre tout ça en compte, et voilà, quoi. À la fin du mois, il reste pas grand-chose. Hein. Sans les saisonniers, la station ne tournerait pas. Chaque hiver, ils sont des centaines à faire vivre restaurants, bars, hôtels et activités en tout genre. Un statut exigeant, dans un cadre de rêve où les loyers sont devenus inaccessibles pour la plupart. Cette précarité les rend plus vulnérables. Et même si la toute grande majorité ne vend pas de drogue, beaucoup en consomment. Un phénomène bien connu d'addiction Valais qui accompagne les usagers dans toute la région. Depuis 2020, Thomas Urban a vu la fréquentation de ces centres augmenter de 20%, toute addiction confondue, avec une montée nette des cas liés à la cocaïne et stimulants en tout genre. Il y a des contextes professionnels où on sait que la consommation est extrêmement présente. Alors je ne suis pas en train de stigmatiser puis de dire que l'ensemble des saisonniers sont dans ce type de comportement, pas du tout. En revanche, il y a tout un tas de critères qui font qu'ils sont dans des conditions de vie qui ne sont pas simples. Et de me dire, moi à titre personnel, je suis peu étonné de ces questions-là, parce qu'on sait qu'il y a des milieux, il y a des contextes professionnels où la question des psychotropes, elle est intégrée et elle fait partie du processus. Guillaume lui aussi consommait de la drogue, mais avec modération. Car le jeune homme avait d'autres ambitions, pas question donc de trop taper dans sa propre marchandise. Donc Verbier, c'est une forme un peu d'Eldorado où ça a envie de faire de l'argent? Après, pas forcément que Verbier. Hein. Moi, j'ai envie de dire, c'est un peu toute la Suisse. Hein. Il y a de l'argent, il y a de la cocaïne, donc voilà, les deux font bien l'affaire, quoi. Ça permettait en tout cas de mettre du beurre dans les épinards. Voilà. Plus que du beurre. Ouais, plus que du beurre. Très très bien mangé. Très bien mangé. Guillaume a bien mangé, comme il dit. Pendant des mois, il a écoulé ses stocks sans trop se poser de questions. Et pourtant, derrière chaque gramme vendu, il y a parfois une vie qui s'effondre. C'est le cas du fils de cet homme, que nous appellerons Philippe, et qui a accepté de nous rencontrer dans un lieu neutre. Il témoigne anonymement pour protéger sa famille. Installé à Verbier depuis toujours, ce père a vu son enfant sombrer peu à peu dans la drogue. Son histoire, dit-il, peut arriver à n'importe qui. Pour nous, il revient sur ce jour où tout a basculé. La première fois qu'il a compris que son fils se droguait, c'était en 2012. Je me suis aperçu en allant skier. Je suis revenu au chalet pour venir le trouver. Et quand j'ai vu l'équipe qu'il y avait sur la terrasse avec ce qu'il y avait sur la table, ça m'a vraiment déçu. Et c'est là où je me suis aperçu qu'il y avait malheureusement de la coke. J'ai pas revu pendant 3 ou 4 jours. Et j'ai essayé de lui en parler. Mais ça a continué, malheureusement. Son fils contracte des dettes auprès de dealers de moins en moins patients. Et à chaque fois, c'est sur son père que tout retombe. Ça m'a coûté 45 000 francs de conneries. Voilà. Pourquoi? 4 000 francs un jour, il vient, papa, je dois 4 000 francs à quelqu'un.
Il a été aussi menacé de mort. Alors, j'ai été à la banque. J'ai sorti les 4 000 francs. Je lui ai donné les 4 000 francs, mais il m'a interdit de le suivre. C'est triste à dire, mais on se sent un peu démuni. À ce moment-là, on ne sait pas trop quoi faire et comment réagir. Voilà. Comme beaucoup, son fils est entré dans l'enfer de la drogue presque par hasard, de façon festive, lors d'une soirée entre amis. Et très vite, le processus de l'addiction s'est mis en place. On ne rentre pas dans l'addiction du jour au lendemain, il y a des étapes, les gens vont essayer des substances, certains ils vont avoir des affinités avec ces substances, d'autres ils vont pas en avoir. Et puis, dans un deuxième temps, la plupart des substances vont être consommées de manière récréative, dans un certain contexte, etc. Et puis, quand ça va devenir problématique, c'est quand on va passer dans la phase de l'abus. La cocaïne, typiquement, il y a toute une frange de la population qui permet juste qui en prend juste pour tenir le coup. Et c'est ça la réflexion qu'on doit mener. C'est de se dire, mais qu'est-ce qui fait que finalement, dans notre société, juste pour pouvoir assumer son quotidien, on a besoin de prendre des psychotropes. C'est ce rapport-là qu'on doit les questionner. Chef adjoint en médecine de laboratoire et toxicologie à l'hôpital de Sion, Nicolas Donzé croise la route de consommateurs de drogue depuis des années. Un poste d'observation privilégié. Pour moi, là, l'histoire de Verbier, c'est un peu le symptôme d'une société malade. C'est ça. Je veux dire, pour vivre, pour faire la fête, il faut que je me pète. Ça veut dire que pour faire la fête, je n'ai pas les capacités intérieures d'avoir assez d'énergie pour m'exploser. Alors je prends des molécules comme ça, elles portent toutes mes souffrances, elles me libèrent de tout, puis moi après, comme ça, je suis super bien. Oui, mais c'est juste l'illusion. Hein. Puis aujourd'hui, on est dans un monde où on est à un degré d'efficacité qui doit être maximal, donc ça veut dire que si je fais la fête, je dois être super efficace, si je travaille, je dois être super efficace. Donc les drogues qui répondent à cette attente de la société super ultra efficace, ça s'appelle les stimulants. Et dans les stimulants, il y a de la cocaïne, donc ça veut dire que quelqu'un qui bosse et qui vient en vacances, s'il veut être en forme, parce qu'il est crevé, il faut qu'il prenne quelque chose. Donc on est en permanence... Au fond, c'est une société du dopage. Pour lutter contre la drogue et ses méfaits, la Confédération s'appuie déjà depuis des années sur sa politique des 4 piliers. Prévention, thérapie, réduction des risques et répression. Mais aujourd'hui, face à l'afflux massif de substances, la police cantonale valaisanne a fait le choix de miser fort sur le pilier qui la concerne, celui de la répression. Le domaine des stupéfiants, c'est un phénomène qui est mondial à l'heure actuelle, du fait justement que le continent nord-américain a passé aux drogues de synthèse. Toutes ces mafias qui gèrent donc tout le domaine du hashish, tout le domaine de la cocaïne, se sont retrouvées avec des tonnes de stupéfiants sur les bras. La décision qu'elles ont prise, c'est d'inonder le continent européen avec ces substances, de casser les prix, et c'est ce qui fait que toute l'Europe est touchée massivement. Donc la Suisse n'y échappe pas, le Valais par voie de conséquence non plus. Première femme procureure générale en Valais, Béatrice Pillou a gardé de son passé d'avocate une solide expertise des affaires de drogue. Une expérience qui nourrit aujourd'hui un constat plutôt pessimiste. Mais on ne pourra jamais éradiquer le problème. Mettons un flic derrière chacun. Même ça ne suffira pas à éradiquer le problème. Mais par contre, je ne veux pas qu'il y ait une zone de non-droit en Valais ou une scène ouverte liée aux drogues. Des inquiétudes nourries par une violence de plus en plus présente. Comme dans cet enregistrement téléphonique que la police valaisanne nous a mis à disposition. Yoav, t'as plus de nouvelles de l'autre fils de pute. Et je vais lui mettre la misère. Je vais lui casser les jambes. Je vais lui mettre la misère. Et tant que j'ai pas le cash, il restera séquestré, frère. Il va appeler ses fils de pute de copains. Même s'il doit me payer en shit, je m'en bats les couilles. Une violence qui ne se limite plus aux grandes villes. Elle s'infiltre aussi dans les stations touristiques et huppées, comme Verbier. Philippe en a fait les frais. Il a reçu des menaces de mort, toutes venant des dealers de son fils. La raison ? Il avait simplement voulu le protéger. J'ai reçu par signe 3 menaces de mort. Donc, soit un signe comme ça pour un coup de couteau, ou bien 2 fois avec le pistolet. De la part de qui ? De gens que je visais pour essayer de protéger, mais c'était des fournisseurs ou des copains de voilà. Qui venaient vendre à Verbier ? Ouais.
Ah, mais qui travaille ici aussi, hein, qui travaillait sur Verbier. Des dealers oui. consommateurs qui vous ont fait des menaces de mort? Ah oui. Depuis, Philippe a le sentiment que son fils va un peu mieux. Mais il n'est pas dupe. Il sait que l'addiction ne disparaît pas comme ça. En ce moment, on juge qu'il a baissé la consommation, Oui. mais je pense qu'il en consomme encore. Vous avez des contacts maintenant avec votre fils? Je voulais le voir, et puis je suis passé où il travaille, et puis il m'a dit ouais, papa, je veux te voir. J'ai dit oui, il passe à la maison, mais il n'est pas passé. Il continue à avoir cette espèce de comportement Voilà. erratique. Moi, je pense qu'il va passer le jour où il aura besoin un peu d'argent. C'est ça, c'est triste à penser ça, mais c'est exactement ça. Verbier, sous la neige, la coke à la station de l'Extrême. C'est un reportage diffusé dans l'émission Temps présent sur la RTS. Et avec nous aujourd'hui en plateau, Fabrice Risoli. Vous êtes spécialiste de la grande criminalité des mafias, fondateur et président de l'association Crime Halt. Vous êtes également enseignant à Sciences Po. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec nous également Jonathan Alperi, reporter, photographe de guerre et auteur d'un livre sur la drogue, Drug Wars, Supplies and Demand. L'accent est presque... ça va. En bon français, guerre de la drogue, l'offre et la demande. Merci également d'être avec nous. Première question à vous, Fabrice Risoli. En regardant ce reportage, on peut vraiment se dire que la cocaïne, c'est une drogue qui s'est banalisée. Ah oui, absolument. Tous les rapports le démontrent, en particulier les rapports français qui ont fait des études en proportion. Les Français, depuis une dizaine d'années, consomment plus de cocaïne qu'avant. Et cela est dû quand même à une politique de l'offre, puisqu'on parlait d'offre et de demande très importante de la part des cartels colombiens qui contrôlent les zones de production de la feuille de coca. Ils ont décidé d'inonder l'Europe comme ils ont inondé les États-Unis avant. Donc tant que le marché ne sera pas saturé, on aura une augmentation de la consommation. Justement, Jonathan Alperi, on va regarder ce tableau concernant la consommation des drogues dans le monde. On voit que le cannabis, c'est la drogue numéro 1 sur tous les continents, Afrique, Amérique, Europe, Asie, Océanie. Et puis derrière, effectivement, on voit la cocaïne et les amphétamines qui apparaissent. Est-ce que ça a toujours été le cas ? Alors, en tout cas, pour les États-Unis, ce qui est certain, c'est à partir des années 90, on voit en effet une augmentation de la consommation de psychotropes, comme on dit en France, qui a explosé en particulier quand on regarde les grands procès qui ont été faits, la famille Sackler ou Purdue, toutes ces grandes familles qui ont injecté des milliards de pilules dans les zones plutôt pauvres des États-Unis. C'est à partir de là que les choses commencent vraiment à empirer. Et au début des années 2000, en effet, tout ça se conjugue avec le fentanyl qui rajoute aussi une nouvelle couche de problèmes pour les États-Unis et la cocaïne qui revient derrière en force, même si elle avait toujours été une consommation importante des années 70-80. Alors le cannabis, qui je le rappelle, est quand même autorisé, légalisé, notamment en termes de consommation et parfois de vente dans de nombreux États. C'est peut-être aussi ça qui fait que ça reste en première position. Alors il y a la drogue récréative et l'addiction, Fabrice Risoli. Où est le point de bascule ? Eh ben, il y a pas mal de critères qui peuvent définir d'abord qu'est-ce qu'une addiction et non pas juste prendre un psychotrope le samedi soir. Ça peut être par exemple, plus tôt vous en prenez dans la journée, plus l'addiction est là. La fréquence, bien sûr. Est-ce que vous êtes prêt à faire pour en avoir? Donc le point de bascule, il dépend des gens. Il dépend des produits, ça on le sait, ça accroche sur certaines personnes, ça dépend avec qui vous le prenez et pourquoi vous le prenez. En tout cas, dans votre reportage, on voit bien qu'il y a quelque chose de l'ordre d'abord lié au travail, alors festif, mais lié au travail pour en prendre régulièrement. Et puis aussi l'idée que dans cette société, il faut être tout le temps performant et donc clairement la cocaïne, c'est le stimulant et c'est ce qui fait la différence par rapport au cannabis. Jonathan, est-ce qu'on a réussi à expliquer pourquoi certaines personnes deviennent dépendantes et d'autres pas? Je pense que d'un point de vue moléculaire, on ne comprend pas encore très bien pourquoi certaines personnes sont plus addictes à la drogue que d'autres. Ça reste en partie un mystère pour des raisons cérébrales, mais aussi des raisons environnementales, le quartier où on est, peut-être qu'on a eu des parents qui se sont drogués, ça peut être beaucoup de choses en fait. Il y a des gens qui sont plus aptes, il y a des gens qui essayent la drogue et qui ne deviennent jamais vraiment addicts et qui arrivent à s'en sortir et d'autres pas. Donc c'est vrai, comme disait monsieur à l'instant, c'est très compliqué de faire une généralité par rapport à ça et le diable souvent est dans les détails. Fabrice Risoli, là, on parlait des 4 piliers
de la politique en Suisse. Prévention, répression, réduction des risques et thérapie. Pour vous, c'est vraiment comme ça qu'il faut gérer la lutte contre le trafic de drogue? Bien sûr, il y a des drogues illégales, donc il faut qu'il y ait le service répressif. Mais ce qui manque aujourd'hui, par exemple en matière de cocaïne, particulièrement en France, c'est vraiment une grande campagne de prévention. Le problème, c'est que quand on interdit une drogue, c'est très difficile de faire la prévention. Comment un jeune homme, un étudiant, va-t-il parler de cocaïne à ses parents alors qu'on a dit que c'était le mal absolu, la drogue en général? Ce qui montre que dans certains pays, des politiques publiques fondées sur la dépénalisation au moins. Notamment au Portugal, par exemple? Par exemple au Portugal, où les consommations problématiques d'héroïne, ça ne veut pas dire qu'on n'en consomme plus, ont vraiment baissé de tous les rapports internationaux. Quand vous parliez de réduction des risques, typiquement, il y a l'idée qu'aujourd'hui, il y a des expériences en France sur des salles de shoot encadrées. On sait que ces personnes consommeront de la drogue quoi qu'il arrive et que c'est plus facile de les accompagner, de les faire sortir parfois de la drogue. C'est ça la réduction des risques. Donc oui, on parle souvent que de répression et on oublie de dire qu'il y a tout le volet prévention.